Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette session qui est très utile pour notre pratique, puisque la question qui est posée par la session, c'est une question qui est posée souvent à nous par nos patients. Et on a 4 experts pour en parler. Et c'est Philippe Sosner qui va commencer le bal. Et Philippe, il va nous parler de quoi, Philippe? De l'adaptation et bénéfices du sport sur le système cardiovasculaire. Merci Philippe, la parole est à toi. Merci Mohamed, merci Frédéric, merci à toutes et tous de votre présence à cette session. Donc, afin effectivement d'engager nos patients à pratiquer de façon régulière une activité physique, il est évident qu'il s'agit d'être convaincu soi-même de ces adaptations bénéfiques. Et on retrouve ce bénéfice de l'activité physique démontrée dans un grand nombre de pathologies avec un haut niveau de preuve. Et ici, vous avez en rouge, en fait, toutes les pathologies cardiaques. Haut niveau de preuve, c'est grade A, grade A. Finalement, c'est un petit peu le niveau attendu pour valider un médicament, par exemple. Et en l'occurrence, quand on fait la revue de la littérature, on se retrouve à ce niveau de preuve pour l'activité physique, aussi bien sur la pathogenèse de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance coronaire, de l'insuffisance cardiaque, de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, que bien sûr sur les symptômes de la maladie, la condition physique et la qualité de vie. Alors ces adaptations, on va distinguer, et vous connaissez probablement cela, des adaptations à court terme. Et ces adaptations à court terme vont dépendre tantôt de la composante dite en aérobie, de la pratique d'activité physique, ou en résistance, c'est plutôt de nature de type musculation de la pratique. Et donc on va avoir pour des activités physiques en aérobie de type marche, course à pied, vélo, natation, on va avoir une adaptation avec une utilisation importante de l'oxygène et une augmentation de la masse sanguine circulante et une surcharge dite en volume, avec au plan cardiaque un débit cardiaque qui va augmenter selon bien sûr les besoins et l'intensité de l'effort pratiqué, mais également une élévation tensionnelle par contre qui va être relativement contenue du fait tout simplement de résistances vasculaires périphériques qui vont petit à petit se libérer en quelque sorte au fur et à mesure du caractère prolongé de cet effort en aérobie. Et puis les exercices dits en résistance, donc plutôt de musculation, où là les exercices eux-mêmes seront plutôt plus brefs, avec une consommation d'oxygène moindre et avec à ce moment-là un débit cardiaque qui va moins augmenter, mais par contre, de façon parallèle à la difficulté en fait, et à l'intensité de l'effort pratiqué, on va avoir une élévation des pressions, aussi bien artérielles, aussi bien systoliques que diastoliques. Alors bien sûr, c'est ce schéma un petit peu dichotomisé, et malgré tout, dans la pratique, pas tout à fait applicable, et on sait bien que selon le type d'activité ici, vous avez en aérobie pratiquée, que ce soit en haut la course à pied ou en bas le vélo, on va avoir des réponses là aussi qui sont très variables, par exemple concernant la fréquence cardiaque en pointillé ou la pression artérielle en très continu. Et donc vous voyez qu'en course à pied, la fréquence cardiaque va s'élever rapidement et de façon importante, parce que les masses musculaires mises en jeu sont d'emblée nombreuses et on se porte soi-même par rapport au vélo, où on va avoir à ce moment-là une réponse qui va être proportionnelle à la difficulté, à l'intensité de l'effort. Donc quand ça monte, la fréquence cardiaque augmente, dès que ça descend, mais la fréquence cardiaque baisse. Et la réponse tensionnelle également va être la même. Vous voyez que pour la course à pied, la pression artérielle va augmenter de façon assez contenue. On aura peu d'élévation tensionnelle, donc par contre la fréquence cardiaque s'élève beaucoup, et donc en vélo, ce sera pour proportionner à la difficulté, à l'intensité de l'effort. Et concernant la musculation, eh bien, on va observer si l'on soulève lourd, et là vous avez un acronyme qui est FMV pour force maximale volontaire, ou c'est aussi le 1RM, c'est la capacité maximale que la personne peut pousser, par exemple, en soulevant une charge ou en poussant contre une résistance. Eh bien, si on pousse pas trop lourd, hein, moins de 40% de la force maximale volontaire, la pression artérielle va augmenter, mais de façon contenue, et va se stabiliser, alors que si on le soulève beaucoup plus fort, hein, la pression artérielle va monter de façon plus importante tant qu'on n'a pas lâché en quelque sorte cet exercice.
la pression de l'exercice. Et ça nous donne aussi des clés, des consignes un petit peu pour, évidemment, pour nos patients. Mais là encore, je simplifie un petit peu. Ça va dépendre là aussi du type d'exercice pratiqué. Et vous savez que les exercices vont avoir tantôt une composante en aérobie, tantôt une composante en résistance, qui peut être également volontiers mixte, à la fois pour l'exercice, la nature du sport pratiqué, mais aussi pour le moment où il est pratiqué. Et donc, parmi les adaptations que l'on va avoir à la répétition de ces exercices, donc aux entraînements, eh bien, on va avoir, pour ce qui est là aussi un petit peu connu, des adaptations au niveau de la morphologie cardiaque. Et on va volontiers, surtout si la pratique va comporter des phases à intensité modérée ou élevée, donc au-delà du premier seuil ventilatoire, donc du seuil de l'essoufflement qui est préservé par on est essoufflé, et ceci pendant au moins 8 heures par semaine et depuis plusieurs mois, eh bien on peut s'attendre à avoir une adaptation à ce moment-là dans la morphologie cardiaque. Et on va parler d'hypertrophie parce que cette notion d'hypertrophie n'est pas seulement dépendante de l'épaisseur de paroi, mais aussi de la dimension de la cavité que l'on mesure en échographie cardiaque. Et donc, on va avoir pour des exercices, des pratiques sportives plutôt en surcharge, dite en volume, donc en aérobie, eh bien volontiers un volume sanguin d'ailleurs circulant qui augmente et un cœur qui va changer un petit peu de géométrie, se sphériciser un petit peu et on va avoir une cavité un petit peu plus grande qu'avant l'entraînement ou la personne qui ne pratique pas ce sport, alors que des exercices en résistance vont plutôt, avec cette surcharge en pression, avoir une adaptation plutôt sur l'épaisseur pariétale parce que cette pression artérielle qui augmente, bien, le myocarde va s'adapter là aussi pour éjecter le sang contre une pression un peu plus élevée et donc ce sera plutôt une épaisseur de paroi plus élevée. Et donc il s'agit là aussi de composer par rapport à ces adaptations. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on s'intéresse aux voies de signalisation qui sous-tendent un petit peu ces adaptations. Eh bien, ces voies de signalisation dans l'activité physique, elles sont bénéfiques, elles n'exposent pas, elles sont différentes de celles que l'on observe en cas de pathologie. Les pathologies sont la cardiopathie hypertrophique, par exemple, ou bien s'il y a une sténose valvulaire, une sténose aortique, on va avoir là un myocarde hypertrophié, et là, on est dans une adaptation pathologique. Eh bien, tantôt, on va avoir une adaptation dite plutôt physiologique avec des cardiomyocytes qui vont être hypertrophiés. Et donc, la paroi que l'on voit éventuellement un petit peu hypertrophiée va être finalement du cardiomyocyte avec également une biogenèse mitochondriale adaptée, donc des mitochondries qui vont se développer, donc une bonne oxygénation, utilisation de l'oxygène par les cardiomyocytes, par les muscles. On va avoir des petits vaisseaux qui vont se développer, donc une angiogenèse également adaptée. Et ces processus qui vont amener à cela, en fait, se retrouvent d'ailleurs dans le cadre de la grossesse. Donc on est vraiment dans une adaptation physiologique, ce sont les mêmes voies de signalisation. Et on voit là aussi dans la grossesse ces adaptations du muscle cardiaque à une surcharge en volume qui apparaissent et bien sûr qui ensuite vont disparaître après l'accouchement. L'adaptation, ce qu'on observe dans l'hypertrophie pathologique, par contre, eh bien, ça va être une hypertrophie qui va être non pas due à une hypertrophie des cardiomyocytes, mais plutôt à une accentuation de la matrice extracellulaire, et donc c'est de la fibrose, et on va avoir du coup une épaisseur augmentée sans angiogenèse, et donc on va avoir une raréfaction capillaire toute relative, et on va avoir également des jonctions entre les cellules qui sont un peu moins bonnes, et on va faire à ce moment-là le lit de l'ischémie et le lit des arythmies. Également, parmi les adaptations chroniques et parmi les mécanismes qui sont au plan cette fois davantage vasculaire et donc cardiovasculaire qui sont observés, eh bien, on va avoir une augmentation du tonus parasympathique, on va avoir une amélioration de la fonction endothéliale, on va avoir une amélioration de la densité capillaire par cette angiogenèse adaptée, on va avoir une diminution des résistances vasculaires périphériques, une diminution des résistances des gros vaisseaux, donc en périphérie, mais aussi des gros vaisseaux et de la rigidité aortique, et une amélioration des anomalies neuro-hormonales liées notamment observées dans la dysrégulation de la pression artérielle. Un autre élément d'adaptation chronique dans l'exercice, et là cela fait un petit peu le lien avec l'ensemble des pathologies, eh bien c'est que on va avoir, du fait de la mobilisation des mouvements, en fait, du fait des mouvements, on va avoir une diminution de l'adiposité viscérale, et c'est d'ailleurs l'activité physique le seul moyen de faire diminuer ces adipocytes viscéraux, et on va avoir une diminution, et donc avec une sécrétion en rapport avec ces adipocytes viscéraux, moindre d'adipokines. Et les adipokines, ce sont tous les marqueurs de
l'inflammation, mais aussi de marqueurs de résistance à l'insuline, également disons, hypertensifs également. Et à ce moment-là, on va avoir aussi, pendant l'activité physique, une augmentation de la masse musculaire, bien évidemment. Eh bien, il se trouve que les muscles, il faut les considérer certes comme des organes moteurs, mais pas seulement. Les muscles sont capables également de sécréter des substances qui vont circuler dans le sang. Et on va les mettre dans un panier qu'on appelle les myokines. Et ces myokines sont véritablement l'antidote des adipokines. Alors on va avoir aussi des adipomyokines, c'est-à-dire des substances un peu communes. Cela va dépendre bien sûr de l'importance de leur sécrétion ou du moment de leur sécrétion. Et donc, qui dit pratique régulière d'activité physique, et parmi les effets chroniques, eh bien, on va avoir une balance adipomyokine qui va devenir bénéfique, ou en tout cas plus bénéfique. Et là, on n'est pas, je ne vous parle pas de surpoids ou d'obésité par rapport aux adipocytes, c'est vraiment l'activité physique ne fait pas perdre de poids, par contre, on va perdre du gras, on va gagner du muscle, et au-delà de cette composante, on va avoir moins d'adipokines et plus de myokines. Alors bien sûr, la problématique, c'est que l'activité physique, c'est souvent le déclencheur, le révélateur d'une pathologie cardiaque méconnue. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour autant que le fait de pratiquer régulièrement, par contre, expose moins à la survenue de ces accidents cardiaques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éclairer et développer. C'est-à-dire que nous apprenons dans nos parcours d'études le fait que l'activité physique blesse et à soigner ces blessures, que ce soit au niveau orthopédique, que ce soit au plan cardiaque, évidemment. Nous apprenons à prévenir ces événements. Mais il est évident que de ne pas pratiquer expose bien davantage à toutes ces pathologies. Il faut vraiment garder en conscience cela et probablement développer l'enseignement. Mais bon, vous êtes là pour cela aussi. Concernant la pathologie ischémique, eh bien, nous avons tout simplement l'étude Courage en 2007 et puis validée à nouveau, enfin retrouvée dans l'étude Ischémia en 2020 qui nous a permis d'observer que le fait d'avoir une coronaropathie avec une sténose de l'ordre de 70% sur un tronc coronaire principal, eh bien, la revascularisation ne fait pas mieux que la pratique d'activité physique régulière. Bien sûr, on est au cadre d'un protocole, les personnes sont vraiment entraînées, coachées pour cela, mais néanmoins, on est sur quelque chose de bénéfique au-delà des méthodes invasives que je ne remets pas en question, mais clairement, quand on voit la réhabilitation aussi, la réadaptation cardiaque, eh bien, c'est simple. Hein. Au bout d'un an, moins 26% en mortalité cardiovasculaire, moins 18% en nouvelle hospitalisation. Et il est évident que ces programmes d'activité physique font partie des recommandations avec un haut niveau de preuve pour nos patients cardiaques. Dans l'insuffisance cardiaque, on retrouve là aussi un certain nombre de déterminants que vont améliorer la pratique régulière d'une activité physique. Au-delà de l'amélioration des paramètres cardiaques, on va avoir une adaptation périphérique qui va être optimisée et qui nous amène à ce moment-là à observer, là aussi, au bout d'un an, 12% de moins en mortalité et moins de nouvelles hospitalisations. Et les recommandations nous aiguillent sur cela. Il faut effectivement pratiquer des exercices en aérobie, mais aussi des exercices de musculation. Et c'est important d'associer les deux. Enfin, troisième pathologie cardiovasculaire assez représentative, c'est bien sûr l'hypertension artérielle. En moyenne, 8 mm de mercure en moins pour 12 semaines d'entraînement, en général pour des exercices de nature en aérobie. Donc on est sur l'efficacité d'un médicament. En MAPA, c'est 4 mm de mercure, ça correspond vraiment à l'effet d'un médicament. Et c'est retrouvé dans cette revue de la littérature également, où l'exercice physique a été testé comme les résultats ont été rapportés comme on rapporte les résultats d'efficacité d'un médicament. Alors vous voyez que l'exercice physique est malgré tout relativement peu représenté puisque c'est un tout petit rond en bas et que ce rond, la surface de ce rond est proportionnelle au nombre d'études, donc il y en a peu. Et néanmoins, on voit que voilà, on a une efficacité réelle. Je ne dis pas là non plus qu'il faut remplacer le médicament, mais il faut clairement, pour quelqu'un qui pratique régulièrement, valoriser cela. Vous auriez davantage de traitements si vous ne pratiquiez pas. Et puis, quelqu'un qui ne pratique pas, bien sûr, l'encourager. Regardez, on peut améliorer et contribuer à améliorer votre pression artérielle.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'exercice aussi de musculation, la pression artérielle monte en aigu, mais quand on s'entraîne, eh bien, elle monte moins déjà lors des entraînements, et ensuite, dans l'intervalle, finalement, elle ne monte pas. Alors, de dire là à ce qu'elle baisse, ce n'est pas aussi évident. Néanmoins, quand on distingue la nature de ces exercices en musculation, des exercices de musculation dits dynamiques, c'est vraiment où on pousse contre une charge par exemple, des exercices dits isométriques, donc soit de posture, soit le hand grip, on maintient la pression à 30% de la force maximale volontaire par exemple, pendant 30 secondes, 1 minute selon les protocoles, et bien dans ce cas-là, cet entraînement isométrique fait baisser la pression artérielle d'une façon significative. On est à 6 mm de mercure en mesure clinique. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on distingue finalement l'entraînement en isométrique plutôt des membres inférieurs, donc typiquement c'est la chaise contre le mur, je veux m'entraîner au ski, j'y vais, ok, du hand grip par exemple, et bien le hand grip marche mieux. Et ce qui sous-tend le mécanisme qui sous-tend cela, l'hypothèse, c'est le fait que les masses musculaires en fait un peu moins importantes au niveau des membres supérieurs vont comprimer plus facilement la vascularisation artérielle, et à ce moment-là, on va avoir un relâchement du flux, et ce flux qui revient dans le membre qui aura fait le hand grip, en fait, va stimuler la synthèse par les cellules endothéliales de NO, qui va être vasodilatateur avec un effet systémique. Donc ça fait partie des hypothèses de l'effet anti-hypotenseur de ce hand grip. Et donc pour conclure, eh bien oui, j'espère que vous êtes convaincus et que vous saurez ainsi le prescrire et l'encourager, que la pratique régulière d'une activité physique va améliorer le risque cardiovasculaire, mais également contribuer à traiter les pathologies cardiovasculaires. Alors ceci à travers l'amélioration à la fois, bien sûr, d'adaptation structurelle et fonctionnelle, du profil métabolique, de la perte de masse grasse, du gain de muscle, mais également, probablement avec moins de stress, un sommeil davantage récupérateur, et puis un point important, ce sont les interactions sociales et intergénérationnelles que la pratique sportive apporte. Merci de votre attention. Merci Philippe pour cette communication très instructive. Peut-être qu'on a le temps à une question. En attendant, je voulais... Allez-y. La priorité... Vous voulez parler, non? Ah non. Donc, juste une précision que je voulais rajouter, c'est que chez l'adolescent, la myokine a une action sur la neurogénèse et la maturation des cerveaux. Et nos enfants, ils doivent faire de l'exercice physique. Malheureusement, d'après les études, 87% de nos enfants n'en font pas assez. Et la deuxième chose, c'est que le NO-synthase qui se trouve uniquement dans l'endothélium, en fait, avec l'exercice physique, il migre dans la mitochondrie et fait qu'on rend la cellule musculaire, en particulier cardiaque, plus résistante à l'ischémie myocardique, d'après Avignon. Bon, on va passer... Merci à tous. Merci Philippe. Beaucoup.